Eh bien, bonjour. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Éric Favreau, je suis donc journaliste à Libération, normalement en charge des questions de santé. Et donc, j'ai le grand plaisir d'animer ce premier débat de l'après-midi autour des hommes et des animaux, autour des questions d'entraide dans le monde du vivant. Est-ce que le monde des animaux a quelque chose à nous dire sur la solidarité, sur l'empathie, sur la sympathie, sur les liens? Voilà. Est-ce que le monde végétal a aussi quelque chose à nous dire? Ou bien on est tous tentés par faire ce qu'on nous dira peut-être de l'anthropomorphisme, de tout regarder avec nos regards d'humains et de penser que les arbres et les animaux réfléchissent comme nous, ou bien est-ce l'inverse? Voilà. Et donc l'idée de cet échange, d'abord, je vais vous présenter nos 4 intervenants. Ensuite, nous aurons un regard extérieur qui nous fera une première petite synthèse. Et puis, dans la dernière demi-heure, on vous donnera la parole pour discuter. Juste, j'excuse, ou on va excuser d'avance 2 de nos intervenants qui seront obligés de partir 5 ou 10 minutes avant pour des raisons de train un peu compliquées, voilà. Mais donc, il ne faut pas que vous vous étonniez de leur départ. Ils partiront avec beaucoup de regrets parce qu'ils se seront rendus compte que le débat aura été passionnant. Alors, juste d'abord pour vous présenter, commençons par la droite. Il faut toujours commencer par la droite, surtout dans ce pays. Je plaisante. Mais si je me mets comme ça, vous voyez, c'est la gauche. Alors, donc, il n'y a aucun souci. Donc, et puis, c'est vrai je crois qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche en plus. Donc, tout va très bien. Valérie Delattre, vous êtes archéo-anthropologue, c'est-à-dire que vous travaillez sur l'histoire des blessures, des handicaps, des faiblesses, des fragilités. Et vous travaillez là je prends bien mes notes pour ne pas me tromper sur le nom de l'Institut national de recherche d'archéologie préventive. Juste à vos côtés, monsieur Ernst Zürcher. Non, je passe directement à la gauche, voilà. Qui a fait un métier absolument passionnant, qui est ingénieur forestier, qui a beaucoup travaillé d'abord sur l'industrie du bois, et puis après sur ce qu'on appelle, ou ce qu'il nous appellera, sur le système forestier, sur le dispositif, sur les histoires des arbres entre eux, puisque les arbres entre eux ont des histoires, ont des liens, peut-être des liens de solidarité. Sabrina Krief, c'est vous qui êtes primatologue. Alors vous, on vous donnera très vite la parole parce qu'on est toujours très fasciné par les histoires de nos ancêtres, de nos éventuels ancêtres. Voilà. Et donc vous avez travaillé énormément sur les chimpanzés, et puis vous avez fait des films aussi sur qu'est-ce qui se passe quand ils sont blessés, quand ils sont atteints, comment non seulement ça se traduit, mais comment ça se répare. Est-ce qu'on peut, comme reprendre le nom d'un livre, est-ce que on peut réparer les vivants? Et puis Francis Eustache, qui est chercheur en neuropsychologie, il faut le remercier parce qu'il vient de Caen. Et vous savez, venir de Caen à ici, c'est quand même une certaine obstination. Et surtout ne pas se tromper non plus de gare à Paris. Voilà, vous travaillez beaucoup sur la neuroimagerie, voilà, sur les effets, sur ce qu'on voit maintenant. Puis je vous interrogerai, puis voilà. Donc l'idée, c'est que chacun parle un petit peu, quelques minutes ou un peu plus longtemps, c'est comme vous voulez, hein. Tout est totalement libre, hein. On se moque un petit peu du cadre qu'on nous a donné. Après, vous répondez entre vous, et puis évidemment, mais même si, contrairement aux consignes qu'on m'a données, s'il y a des gens qui veulent poser des questions avant, surtout n'hésitez pas, hein. Voilà, on sera solidaire de vos questions. Alors à vous, madame, parce que c'est vrai qu'on a envie on est toujours fasciné, et on se dit, mais est-ce que nos prédécesseurs, mais alors vous, c'est les chimpanzés, parce que je peux me tromper de nom? Non. Oui, ce sont les chimpanzés, effectivement, voilà. Alors, et ce ne sont pas nos prédécesseurs, ce sont nos contemporains. Voilà. Ils peuvent nous apprendre des choses éventuellement sur notre ancêtre commun, mais moi je les observe aujourd'hui en milieu naturel, dans la forêt, en Ouganda. Et alors, mais parlez-nous, parce que donc c'est autour des questions de solidarité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est une notion qui existe entre eux, la solidarité? Est-ce que après on va éventuellement discuter de la différence entre l'empathie, la sympathie ou la distance? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que c'est Alors moi je les observe en milieu naturel, donc en forêt, en Ouganda, dans un parc national, et donc pour aborder directement la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est une communauté, donc un groupe de chimpanzés qui est soumis à différents types de pression
particulièrement la pression humaine, et un tiers d'entre eux a des mutilations qui sont dues au piège, donc des collets qui sont posés pas pour les capturer eux et pour les tuer et pour les manger, comme c'est la plupart du temps le cas en Afrique, mais à cet endroit, les populations locales ne mangent pas de chimpanzés, mais posent des pièges pour attraper du petit gibier. Et donc les chimpanzés perdent des jambes, des bras, des mains, des phalanges. Et donc ça, c'est l'occasion d'observer la réaction des congénères. Alors d'une part, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas d'exclusion de ces individus-là. Ils font partie du groupe. Quelle que soit la blessure. Quelle que soit la blessure. En tout cas, eux, de leur part, vraiment, il y a un effort pour rester intégrés dans le groupe social, mais il n'y a pas de rejet de la part des congénères vis-à-vis de ces individus qui sont mutilés. Voire même, dans certains cas, comme le cas par exemple d'un jeune chimpanzé qui a été piégé à 2 reprises aux 2 jambes. Donc la première fois, il a perdu un pied, et la deuxième fois, il a perdu son 2e pied. La deuxième fois, en fait, il était déjà en âge de se déplacer tout seul. Ça faisait 1 an que sa mère ne le portait plus. Donc, il avait à peu près 7 ans. Donc, c'était un chimpanzé déjà costaud. Et là, sa mère a recommencé à le porter, alors que c'était un fardeau énorme pour elle. Donc là, on voit s'exprimer un comportement qu'on pourrait dire peut-être lié au fait qu'ils étaient parents, que c'était sa mère, mais néanmoins quelque chose qui est coûteux pour la mère, puisque pour elle, le déplacement était extrêmement contraint, mais en tout cas qui montre qu'elle a perçu la détresse de son enfant. Il y a d'autres cas en fait où l'entraide apparaît et où il n'y a pas forcément ce lien d'apparentement. C'est le cas des jeunes chimpanzés qui sont orphelins, donc la mère est morte. En fait, il n'y a pas de reconnaissance de paternité chez les chimpanzés, hein. C'est une société multimâle, multifemelle, donc les femelles s'accouplent avec plusieurs mâles et les mâles avec plusieurs femelles. Donc c'est assez difficile de prédire qui sera le père, parce que c'est pas forcément le dominant qui est le père de tous les enfants au moment de sa dominance. Et donc quand il y a des jeunes chimpanzés orphelins, le plus souvent ils ne peuvent pas survivre, ça dépend de l'âge, hein, auxquels ils sont orphelins, mais ils ne peuvent pas survivre sans l'assistance de congénères. Donc ça peut être soit un grand frère, mais parfois un individu qui n'est pas du tout apparenté, et dans ces cas-là, le plus souvent, ce sont des mâles adultes qui prennent en charge les jeunes chimpanzés orphelins, qui vont les intégrer en fait dans la petite société que représente la société des chimpanzés mâles, et donc ce ne sont pas des femelles, ce ne sont pas des tantes, etc. C'est vraiment des mâles qui, a priori, n'ont pas de lien de parenté direct. Donc, ça montre d'une part que ces mâles perçoivent la détresse et le fait que ce chimpanzé jeune ne pourra pas survivre sans une aide extérieure, et d'autre part que ce n'est pas uniquement la parenté qui explique, comme souvent la biologie a voulu le dire, cette entraide qu'on observe. Autre chose aussi, c'est que là on parle de solidarité, et c'est une entraide qui n'est pas forcément une aide mutuelle, puisque le chimpanzé qui va aider l'orphelin n'attend pas forcément une aide en retour, parce qu'il va aider aussi bien des orphelins mâles que femelles. Or ce sont les femelles qui quittent la communauté, et donc si c'était simplement en se disant quand je serai vieux peut-être qu'on m'aidera, ils auraient tendance à aider plutôt les mâles. Alors, deux questions pour commencer. Lors du moment de la blessure, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là il y a est-ce qu'il y a une solidarité, j'allais dire pas médicale, ou qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui, alors je suis vétérinaire de formation, hein, je suis professeur au Muséum d'histoire naturelle, mais je suis vétérinaire de formation, et ma question de recherche initiale se trouve être l'automédication. Et le nom même de cette discipline montre bien qu'il s'agit d'automédication et pas de soins aux congénères. Donc en fait, en milieu naturel, jusqu'à présent, on n'a pas observé de soins aux congénères. C'est toujours de l'utilisation de plantes médicinales, soit en usage externe, soit en usage interne, mais pour améliorer sa propre santé. Il est extrêmement rare de voir des gestes qui sembleraient montrer un soin.
par exemple, les mères vont aider un jeune chimpanzé qui ne va pas être capable d'enlever une écorce. C'est quelque chose de vraiment dur et c'est souvent ces parties de plantes-là qui sont porteuses d'activité biologique. Donc, elle va enlever un petit bout d'écorce, elle va le laisser consommer, mâcher par son petit, mais si elle-même n'est pas malade, elle ne va pas lui donner cette écorce et il faut qu'il y ait vraiment une demande en fait du congénère pour qu'il y ait cette aide. Cette assistance, elle existe aussi, par exemple, quand un jeune veut traverser. Alors, soit traverser dans les arbres, et à ce moment-là, la mère va faire un pont qui va montrer qu'elle comprend l'intention du petit à vouloir traverser et qu'il n'y arrive pas, mais elle va se projeter et donner une solution qui est différente que celle que le petit aurait utilisée. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Elle existe aussi dans la traversée des routes. Donc je vous disais, je suis dans un endroit où on est dans un parc national qui est censé donc protéger cette espèce qui est très menacée. Mais dans ce parc national, il y a non seulement de l'agriculture autour, qui fait qu'aujourd'hui on observe des malformations aussi faciales, des becs de lièvre, etc. chez les chimpanzés. Et ce parc est traversé par une route nationale bitumée, avec un trafic important. Et pour la traversée des routes, on voit aussi une façon de mener le déplacement qui encadre les individus les plus vulnérables, à savoir les mères et les jeunes, les individus mutilés. Et donc, dans ce cas-là, ce sont les grands mâles qui prennent la tête et qui vont faire comme un agent de la circulation, en fait, le temps que le reste du groupe traverse. Et il y aura ensuite un autre mâle qui clôturera la traversée. Et alors, mais passons à la phase, j'allais dire presque finale. Et avec les vieux, comment ça se passe? Alors, avec les vieux, il y a une chose très intéressante, c'est que les mâles chimpanzés préfèrent les vieilles femelles que les jeunes, pour s'accoupler. Qu'en fait, on explique cette préférence par le fait que probablement elles ont montré des qualités de bonne mère, elles se sont bien intégrées dans la société, et donc les femelles plus âgées ont plutôt tendance à être populaires et protégées par les mâles. Par contre, quand les individus deviennent vraiment âgés et ont du mal à suivre les petits sous-groupes qui se forment, il va pas là y avoir forcément une solidarité très très développée. C'est-à-dire qu'il y a quelques rares cas, comme par exemple des cas décrits par Jane Goodall, où certains individus ont été vus apportant de l'alimentation aux individus soit mourants, soit vraiment âgés, mais c'est vraiment très rare. Ouais, c'est un peu comme l'automédication, ce sont des cas extrêmement rares. Même si, par exemple, moi j'ai vu à plusieurs reprises des individus blessés au sol, qui ne bougeaient plus, couverts par exemple de blessures parce qu'ils avaient été attaqués, être visités par les autres membres du groupe qui régulièrement, donc pratiquement tous les jours, venaient, touchaient le corps, regardaient s'il y avait une réaction, parfois enlevaient un peu les mouches des plaies, mais ensuite repartaient. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de nourrissage, par exemple. Par contre, ce qui est vraiment décrit en sanctuaire, donc ce sont ces orphelinats où on récupère les individus qui ont été victimes du braconnage, ou en parc zoologique, ce sont des comportements d'entraide pour des individus qui seront par exemple aveugles ou mutilés aussi. Il faut se dire que dans ces cas-là, la contrainte qui est celle de trouver à manger, qui est extrêmement difficile en milieu naturel, est levée. Il y a à la fois à manger et les partenaires sexuels éventuels. Donc il n'y a pas besoin de faire le tour de la forêt pour trouver la chose de base qui permet la survie. Voilà. Et autre point où on voit le partage, c'est par exemple dans l'acquisition de ressources rares, comme par exemple la viande. Donc les chimpanzés sont principalement végétariens, mais de temps en temps chassent. Ça aussi, c'est vraiment dépendant des groupes qu'on observe. Et quand ils chassent en coopération, du petit gibier, qu'ils ne pourraient pas attraper s'ils ne coopéraient pas. Donc il y a un rôle pour chacun, un rabatteur, etc. Et quand le butin est attrapé, il est partagé, mais pas uniquement entre chasseurs, il est aussi partagé avec ceux qui n'ont pas participé à la chasse et qui viennent quémander. Et là, ce ne sera pas forcément un échange, comme parfois ça a été aussi proposé, pas seulement un échange viande contre sexe ou viande contre... Il n'y a pas forcément
un échange qui pourrait être économique, il peut y avoir un partage avec des individus qui sont peut-être, par exemple, des vieux ou qui ne peuvent apporter aucun bénéfice. En tout cas, visible pour nous, humains, avec notre interprétation de chercheurs. Et alors, juste pour terminer cette première phase, vous utiliseriez quoi comme mot? L'entraide, la solidarité, la sympathie, parce qu'on est toujours tenté par mettre nos mots. Voilà. Vous, face à ce que vous voyez, vous vous dites, c'est... Alors, encore une fois, ce sont des... Alors, collaboration, oui. Entraide, parfois. Solidarité, oui. Empathie, quelquefois. Sympathie, quelquefois. Enfin, ça existe. C'est pas forcément ce qui va être dominant, forcément dominant. Par rapport aussi au titre qui était instinct solidaire, c'est pas uniquement de l'instinct. Par exemple, il y a des observations qui ont été faites et des expériences qui ont été faites où dans la forêt, il y avait un leurre, un serpent qui était placé dans la forêt et en fait, on observait quelles étaient les réactions du groupe. Et là, il y avait des cris d'alarme qui étaient émis en fonction de l'audience qui était présente. Par exemple, si les individus avaient vu eux aussi le serpent, les cris d'alarme n'allaient pas être fréquents. Si par exemple il y avait de nouveaux individus qui arrivaient, là les cris d'alarme étaient beaucoup plus intenses et beaucoup plus fréquents. Donc c'est pas quelque chose qui est instinctif, c'est vraiment quelque chose qui est informatif et qui prend en compte les individus autour. Voilà, c'était un autre point. Oui. Et vous parleriez oui, en fait, vous m'avez répondu à cette question. C'est pas instinctif, donc ça peut être de l'ordre des sentiments, Oui, je pense que ça a été aussi un des grands pas qui a été franchi, entre autres dès le départ, avec l'interprétation et les recherches de Jane Goodall. C'est-à-dire elle a reconnu et mis en avant qu'il y avait des personnalités, des émotions, et que vouloir faire vraiment une différence entre l'humain et les animaux et considérer que seul l'humain était capable d'émotions et les animaux non, c'était pas valable. Et encore une fois, une chose importante, c'est pas parce que les chimpanzés sont non plus proches parents et que je décris ça, que ça leur est réservé. Il y a beaucoup d'autres espèces animales qui aussi montrent des comportements d'entraide, de solidarité, voire de solidarité, d'entraide interspécifique. Voilà. Donc il ne s'agit pas de repousser juste la barrière entre les primates et les autres animaux ou les grands singes et les autres primates, mais bien de dire qu'on fait partie de cette nature et on retrouve chez les animaux des formes d'intelligence qui peuvent nous être parfois difficiles à appréhender parce qu'elles sont différentes des nôtres et que peut-être elles sont plus faciles à s'approprier chez les chimpanzés parce qu'on a vraiment une grande part d'héritage commun. Voilà. Mais il faut s'intéresser au monde animal pour mieux comprendre cette solidarité. Et surtout, il faut faire en sorte que notre solidarité, on en parlera peut-être aussi plus tard, s'exprime envers les nôtres, mais plus généralement envers le vivant et pas uniquement envers notre espèce. Envers le semblable, voilà. Ben merci, j'ai plein d'autres questions, mais on va passer avec nos amis les végétaux et les arbres. Alors, mais, bon, c'est vrai qu'il y a eu, depuis quelques années, on en discutait tout à l'heure, un peu d'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on s'est dit à un moment donné, en tout cas, et puis des livres qui ont eu beaucoup de succès, parler des arbres comme si c'était des êtres humains, etc. Et alors, vous qui avez donc beaucoup travaillé sur ces questions-là, plutôt, au début, j'aimerais vous entendre un peu sur cette idée qu'il y a donc des liens, il y a donc, comme vous dites, un dispositif entre les arbres, etc. Mais en quoi il est spécifique? En quoi il est différent d'une autre? Plutôt que de dire que voilà, qu'il y a des liens qui se parlent. En quoi les arbres sont différents de nous? C'est clair. Bon, c'est le monde végétal, c'est basique. En quoi sont-ils vraiment, par essence, différents de nous? Je vais d'abord quand même aborder deux ou trois choses qui sont communes. Comment les arbres forment-ils des sociétés solidaires, par exemple? Ça, c'est déjà une chose qu'on pourrait dire qui est commune avec nous. Et là, vous avez le passage d'un arbre individu. On peut déraciner un arbre, le replanter ailleurs, il va redémarrer.
Et ça, c'est un individu, un organisme. Mais on se rend compte que les arbres, spontanément, ils ont la faculté de se mettre ensemble. Et lorsque beaucoup d'arbres se mettent ensemble, ils constituent une forêt. Donc d'organismes, ils deviennent organes d'un organisme d'ordre supérieur, la forêt. Et cette forêt n'est pas structurée n'importe comment. Là, c'est peut-être déjà une première différence. C'est la structure spatiale d'un système forestier à quelque chose de spécifique. Elle a ceci de spécifique qu'elle se constitue une enveloppe de protection. La lisière forestière, la canopée, la forêt distingue l'extérieur de l'intérieur. L'intérieur de la forêt est très très précieux. La forêt est le gérant de l'eau dans le paysage. Et au niveau mondial aussi, on pourrait parler de l'Amazonie. Et pour gérer l'eau, pour percevoir l'eau des précipitations, pour la stocker dans son sol forestier, dans cet humus très profond, puisque les racines des arbres constituent un sol comme aucun système végétal n'est capable de constituer, la forêt peut stocker énormément d'eau. Et là, il y a un chiffre intéressant pour déjà montrer une spécificité de la forêt. Cette structure spatiale de la forêt qui fait une enveloppe, qui se constitue une lisière, qui ferme son intérieur, elle va recevoir les précipitations, ce sera peut-être 1 mètre par année, 100%. Pour sa propre biosynthèse, la photosynthèse, elle va utiliser la moitié, le 2/3 de ces précipitations qui vont être évapotranspirées, et ça va faire de la biomasse, ça va faire la nouvelle croissance. Cette évapotranspiration fait des nuages, et la forêt provoque elle-même les pluies à partir de ces nuages. Ça, c'est déjà une chose spéciale. Il reste 30 à 50% d'eau que la forêt n'utilise pas pour elle-même, mais qu'elle aura stockée dans son sol, qui va percoler dans le sol, qui va alimenter les sources, les rivières et la nappe phréatique. Et là, on comprend que la forêt, c'est un système essentiel dans le paysage, puisque c'est l'endroit où l'eau est stockée et maintenue alors qu'il fait sec à l'extérieur. Dans la forêt, il reste cette alimentation des courants d'eau, des sources et des flux hydriques. Bon, alors ça, c'est peut-être une première différence par rapport à l'être humain, c'est de se constituer en tant qu'organisme d'ordre supérieur. Et là, on pourrait parler de quelque chose comme étant une intelligence collective. L'ensemble est plus que la somme des parties. Et si on regarde cette enveloppe forestière, on se rend compte que ce n'est pas simplement du végétal. Cette enveloppe forestière, c'est de la faune, c'est de la flore annuelle aussi. C'est des insectes, c'est des oiseaux. Et là, si on observe ça avec un peu de recul, prenant la forêt comme étant un organisme, on peut se demander, mais quels sont les organes de perception de la forêt ? En s'inspirant de la biologie, les dernières découvertes de biologie ont réalisé finalement que l'organe essentiel d'une cellule, simplement, avec ou sans noyau, mais de tous les organismes pluricellulaires, c'est l'enveloppe cellulaire. Et on s'est rendu compte que l'enveloppe cellulaire, ce n'est pas simplement une enveloppe, un sac qui contient le cytoplasme. C'est un endroit où il y a beaucoup d'organes de perception. Il y a des protéines qui perçoivent à l'extérieur des signaux chimiques, des signaux électromagnétiques, des signaux physiques, et qui transcrivent à l'intérieur de la cellule, sous forme d'ordre, ce que doit faire le cytoplasme, comment la cellule doit réagir par rapport à ce qui est perçu à l'extérieur. Voilà. Chez nous, c'est la même chose. Nos organes des sens sont aussi issus de notre enveloppe embryonnaire externe. Et si on reprend la forêt, avec son enveloppe, on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec cette enveloppe ? C'est occupé par des oiseaux, il y a les mammifères. Le renard va partir 3 km, reviendra. Le hérisson partira 250 mètres, revient là où il niche. La chauve-souris aussi, qui va prospecter une très grande zone hors forêt pour prélever des insectes, revient et va enrichir la forêt. Les oiseaux vont et reviennent et enrichissent la forêt. On se rend compte que la forêt a des tentacules faunistiques qui vont et qui viennent et qui l'enrichissent. Elle émet aussi des choses, naturellement. Et ça vaut même pour les rivières. Les rivières ont donc leur faune piscicole. Les poissons ont leur migration, descendent et remontent. Et ce qui est curieux, c'est que les femelles chargées d'œufs vont remonter les rivières pour l'offrir dans les zones les plus superficielles. Et le bel exemple, c'est le saumon ou l'anguille qui va jusqu'aux océans, qui est à la fois dans les eaux salines et les eaux douces. Et là, finalement, on a aussi des organes de perception de la forêt qui vont jusqu'aux sargasses, par exemple, et qui reviennent
Et curieusement, les poissons reviennent toujours dans les mêmes rivières. Donc là, on comprend l'eau maintenant différemment. Les poissons sont naturellement constitués d'eau comme peu d'autres organismes. C'est comme des systèmes de connexion avec la Terre et d'information qui ont lieu. Et là, j'ai tendance à dire ça, c'est de l'intelligence forestière. Elle communique avec la moitié du monde. Mais alors, si on rentre plus précisément dans la forêt, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce qui se joue entre les arbres, voilà, est-ce qu'il y a un échange, ou bien est-ce que là c'est de la pure projection que l'on fait, voilà. Est-ce qu'ils se parlent ou pas, ou est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un lien? Oui, comme on vient de l'entendre au niveau des populations de primates, cette communication, cette perception mutuelle. Pour les arbres, c'est d'un côté très factuel, très simple à constater. Vous déracinez un arbre, vous allez voir que les racines de cet arbre sont soudées avec des voisins de la même espèce. Donc si vous faites ceci, vous allez voir qu'ils sont connectés. Vous abattez un arbre, vous allez, pour certaines espèces, pas toutes, certaines en plus, ça a tendance à faire des soudures racinaires et d'autres un peu moins. Mais le Douglas, par exemple, ou le sapin blanc, fait ça très facilement. Et lorsque vous abattez un arbre, il reste la souche, et souvent on voit que la souche ne va pas mourir simplement, elle va faire un bourrelet de recouvrement. Et on se rend compte que si ça va bien, ce bourrelet va même se refermer, et vous aurez la souche qui sera complètement refermée par du tissu vivant, une nouvelle écorce qui se forme, et cette souche est encore là. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est avec le voisin qu'elle a un contact racinaire. Il y a des échanges liquides de sève brute, de sève élaborée. L'arbre encore debout alimente cette souche en sucre, et la souche n'ayant plus de couronne à alimenter en sucre, en eau brute avec des sels minéraux, va simplement dévier son flux de sève brute à son voisin qui lui a amené le sucre. Il y a la jolie expression « passe-moi le sel, je te donne le sucre ». Et c'est comme ça que fonctionnent les arbres. Et on a brusquement, et là c'est de l'intelligence alors, on a brusquement un arbre qui fait des connexions avec les voisins. On pourrait se dire, bon, il y a de la concurrence, il va se faire prélever des produits. Eh bien non, une fois que ce voisin est mort, ce voisin continue de vivre pour celui qui reste debout. Cet arbre debout a maintenant 2 systèmes racinaires. J'ai fait moi-même des expériences avec des avocatiers, qu'on connaît bien dans le monde tropical. Vous avez une demi-douzaine d'avocatiers, des jeunes, que vous soudez au niveau du collet du tronc à 20 cm de haut, jusqu'à ce qu'ils ont fait une vraie connexion par croissance, attachés ensemble. Donc 6 avocatiers, 6 systèmes racinaires. À un moment donné, vous voyez qu'ils sont bien soudés ensemble, vous coupez les 5 restants, vous en gardez un, mais celui-ci a 6 systèmes racinaires. C'est des plantes assez solides. Donc ça, c'est une forme de connexion par échange. Entre espèces différentes, il y a aussi une connexion au niveau racinaire, c'est par le fait que ça se passe aussi par des mycorhizes. Les champignons enveloppent les racines. Et un champignon ne colonise ou ne fait pas des mycorhizes avec une seule essence, mais avec plusieurs essences. Donc il peut jouer le rôle d'intermédiaire, et par les ifs des champignons, vous avez des flux qui ont lieu, comme c'était mis en évidence par la recherche. Ça, c'est au niveau des racines. Un deuxième niveau de communication entre les arbres, c'est la fameuse communication par émission chimique, par système olfactif. C'est le cas de l'antilope qui broute un acacia et qui brusquement, elle arrête de brouter sur cet acacia, elle va se nourrir sur un acacia plus loin, parce que celui-ci a brusquement changé l'appétence de ses feuilles, la consistance des feuilles. Elle a développé des tanins, mais dans quelques minutes. Et l'antilope doit aller plus loin. Et on se rend compte que cet antilope va toujours plus loin contre le vent. Pourquoi cela? Eh bien, parce que tous les congénères de l'acacia sous le vent ont reçu une consigne, attention, antilope en train de brouter, et tous ont changé leur consistance de feuilles. Comment ont-ils appris cela? Eh bien, il y a des émissions d'éthylène du premier attaqué qui sont diffusées dans l'air, qui sont naturellement propagées par le vent et qui sont perçues par les voisins. Des très très fines odeurs, perception olfactive.
Et c'est ainsi que le dégât est réparti. Et ce n'est pas seulement un dégât qui est réparti, mais cette antilope, elle vient avec un cadeau. Après la digestion, il y a un produit. Et ce produit est intéressant pour tous les arbres, donc il faut aussi le disséminer. Le troisième niveau, c'est le niveau électromagnétique. Les arbres sont électromagnétiquement actifs. Comme tous les systèmes vivants, on peut mesurer les courants au niveau des fréquences cérébrales, au niveau du cœur, etc. Eh bien, nous-mêmes, on a fait des thèses sur les courants électriques dans les arbres. Et il y a de l'eau qui circule, et c'est des êtres qui sont électromagnétiquement actifs. Ils sont à la fois des antennes de réception et des antennes d'émission. Donc on pourrait théoriquement imaginer facilement que les arbres communiquent aussi électromagnétiquement, par ondes radio, pour faire simple. Et le dernier niveau, c'est l'acoustique. Les arbres, est-ce qu'ils discutent entre eux acoustiquement? Je ne suis pas certain, mais en tout cas, ils sont très très sensibles au son, à la dimension acoustique de l'espace. Une forêt traumatisée, le niveau acoustique qui baisse. On se rend compte de cela dans des plantations. C'est une forêt entièrement c'est un esclavage forestier en fait. Il n'y a plus cette joie forestière, toute cette faune qui s'exprime. Et maintenant, on a découvert que lorsque les oiseaux chantent, par exemple, ou les insectes stridulent, ce n'est pas seulement dans l'intérêt de l'insecte ou de l'oiseau, mais le chant de l'oiseau active la croissance végétale. Expérience par des cultivateurs d'agrumes, et ça pousse beaucoup mieux lorsque les oiseaux sont là pour chanter. Donc voilà comment les arbres communiquent, mais pas seulement entre eux, aussi avec la faune. Mais alors, là, vous ne racontez que des histoires, je vais dire presque positives, mais peut-être qu'un arbre peut ne pas s'entendre avec son voisin. Absolument, il y a des sans-gênes, il y a des fleurs bleues. Absolument. Commune, quoi. Non, tout n'est pas rose, mais il ne faut pas mettre de la morale là derrière. Autant il y a des caractères qui sont plutôt sanguins, d'autres qui sont plutôt mélancoliques, etc. Il y a des arbres qui sont vraiment relativement agressifs et qui se font leur chemin et qui vont faire le vide autour d'eux. Et d'autres qui sont extrêmement sensibles et qui vont tout de suite faire la place. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut juger avec notre morale humaine. Vous prenez la succession forestière. Une forêt apparaît, vit, grandit, atteint un âge mûr et disparaît, entre en ses naissances en changeant progressivement d'essence. D'abord, c'est des essences pionnières qui ont besoin de beaucoup de lumière, ensuite des essences de demi-lumière, de demi-ombre, et à la fin des essences d'ombre qui vont faire la forêt finale. Eh bien, les premières ne sont pas simplement là pour jouer les plus forts et rester pour toujours. Elles vont rapidement être dépassées par les essences qui viennent ensuite. Et là, c'est plutôt la règle, servir et disparaître. C'est une règle intéressante. Ce n'est pas seulement vouloir s'affirmer soi-même, mais c'est être utile à d'autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait de nouveau utiliser, prendre comme inspiration. Ben oui, servir et disparaître. Ben je salue l'arrivée de Sybille qui a loupé son train, mais qui finalement arrive. Mais attends, je continue parce qu'on est un petit peu... Voilà. Et là, maintenant, après les arbres, on va passer un peu à l'histoire. Est-ce que, Valérie, qu'est-ce que nous dit un petit peu vos travaux archéologiques sur... Alors, je ne sais pas, c'est sur la perception des handicaps, des blessures, ou bien sur la prise en charge. Est-ce que les liens changent ou pas? On a l'impression que l'humanité reste avec les mêmes sentiments ou pas? Non. Est-ce qu'il y a des moments de fracture Alors, moi, je suis archéo-anthropologue. Alors, c'est une discipline que chacun connaît parce que j'ai des collègues très, très célèbres dans tous les feuilletons télévisés. Et c'est une discipline qui est passionnante parce qu'on a accès au plus intime de l'humain, le plus intime étant son squelette. Et le squelette d'un être humain livre tout un tas de renseignements. C'est une véritable carte d'identité. Et donc, j'ai une première composante qui est biologique, auquel cas je peux avoir accès à toutes les pathologies qui ont laissé des traces sur l'os. Bien évidemment, si je travaille sur les handicaps, tout un tas d'entre eux ne vont pas m'être accessibles. La surdité, la cécité, ce sont des champs qui ne peuvent être explorés. En revanche, tout ce que moi j'appelle les corps différents, c'est-à-dire les pathologies, les bossus, les interventions humaines comme les amputations, les réductions de fractures, etc., me sont totalement accessibles. Donc je rencontre des êtres humains auxquels je vais pouvoir donner un âge, un sexe,
connaître leur pathologie, leur fragilité, leur vulnérabilité. Donc ça, c'est toute la composante biologique à laquelle on peut associer la paléogénétique maintenant, qui est une source de renseignements incroyable. Et à côté de ça, on a une composante culturelle, c'est-à-dire que toutes les sociétés qui nous ont précédés n'ont pas traité leurs morts, tous les individus de leur communauté de la même façon en les enterrant. Donc cette composante culturelle, elle nous permet de voir si, par exemple, c'était la question première, est-ce qu'au seul prétexte d'un corps différent, on a exclu du cimetière? Les exclusions, on les connaît. Les prostituées, les sorciers, les enfants non baptisés à l'époque du Moyen-Âge sont exclus du cimetière. Donc est-ce qu'un corps différent était exclu? Et en l'état de nos recherches, il n'y a pas d'exclusion topographique, funéraire, au seul prétexte de cette différence. Et donc quand on est archéologue, c'est un champ d'investigation passionnant parce qu'on peut placer nos grilles de lecture sur des considérations qui sont extrêmement contemporaines. L'archéologie, c'est bien, on trouve des jolis objets, on les met dans les musées, on fait des colloques, on fait de l'entre-soi, on se dispute sur des typochronologies. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille sur de la matière humaine, sur des êtres humains qui nous ont précédés. Et donc, on peut interpeller nos ancêtres avec des grands questionnements, la guerre, les migrations, l'alimentation, l'agriculture. Et le soin, la solidarité, la prise en charge de ces contemporains sont des questionnements passionnants auxquels l'archéologie amène tout un tas de renseignements, de réponses parfois, qui font écho et résonance avec nos préoccupations très très contemporaines, et sans sombrer dans une archéologie angélique, un peu de type feel-good archéologie. On peut savoir qu'il y a depuis que l'homme est homme, depuis que Homo sapiens vit en groupe, des liens de véritable solidarité qui unissent les individus d'un même groupe. Alors ça semble normal de se dire, pour bâtir une pyramide, il faut être tous ensemble et se motiver pour construire. Mais est-ce qu'un groupe dont la survie est l'enjeu quotidien se soucie de s'occuper de l'un des siens qui est en panne, abîmé, et qu'il faut réparer parfois? Est-ce que ces questionnements-là peuvent être résolus avec les techniques de l'archéologie? Eh bien oui, on s'aperçoit qu'à travers les siècles et les millénaires, on a donc accès par la matière osseuse, on a accès à ces pathologies, aux soins réparateurs, aux appareillages, parfois compensatoires, et après à la mise en route d'une communauté, à la mise en œuvre d'une communauté qui se met au service du plus vulnérable. Et je vais vous emmener 5000 ans avant notre ère, pour vous donner un exemple de ce que l'archéologie peut apporter comme indice, et pas seulement matériel. On est à l'époque du néolithique. Les hommes viennent de se sédentariser, commencent à découvrir les joies de l'élevage, de l'agriculture, vivent en village. Et quand on est anthropologue, on s'aperçoit qu'ils pratiquent quelque chose qui relève de la neurochirurgie, c'est les trépanations. Alors une trépanation au XXIe siècle, c'est, on va dire, un classique. C'est une sorte d'hématome sous-dural qui comprime un petit peu, qui occasionne des vertiges, des migraines. Donc on va à l'hôpital, champ opératoire, asepsie, trépan, etc. Tout va bien. Au néolithique, pas de métal, on trépane au silex. Alors, probablement pas parce que quelqu'un avait fait le diagnostic de l'hématome, etc. L'ethnologie nous dit que probablement des esprits malfaisants habitaient dans la tête de celui qui était en souffrance et qu'il fallait les expulser. Donc auquel cas, on a un malade, on a quelqu'un qui va décider de l'opérer au silex. Alors je vous passe les détails d'une opération néolithique au silex, au grattage, au perçage, pour enlever une rondelle d'os, geste neurochirurgical parfait, pour lequel on peut attester de 70% de réussite, puisque l'os continue à se calcifier, comme vos petites souches d'arbres, continue à produire de l'os. Donc notre regard permet de dire qu'il y a survie. Alors dans quel état? Je ne sais pas. Au mieux, quelques migraines, au pire, une hémiplégie. Mais toujours est-il que la survie est garantie, mais c'est une survie amoindrie. C'est une survie qui ne peut plus permettre l'agriculture, l'élevage, etc. Ce qui suppose qu'un groupe, la proximité va assurer la convalescence. Il faut gérer quelqu'un qui a des fièvres, qui est souffrant, qu'il faut nourrir, etc. Et puis la survie à long terme. Oui, mais qui vous dit que le groupe
se révèle solidaire. Quelqu'un qui est trépané. On suppose que... Alors déjà, au néolithique, on vit en groupe. On est obligé, on cultive ensemble, on construit des très grandes maisons et on vit parfois ensemble. La notion de groupe, on peut parler de proto-village, des débuts de village. Mais quelqu'un qui sort d'une trépanation, même à l'heure actuelle, doit avoir une convalescence très longue, une prise en charge très longue. Donc imaginez 5000 ans avant notre ère, il faut que dans la maison, quelqu'un l'alimente, quelqu'un l'aide, quelqu'un le lave. Enfin, c'est des soins à la personne qui sont indispensables et qui, plus est après, prennent en charge une partie de sa vie d'artisan, de cultivateur au sein du groupe. Parce que parfois, les survies à ces opérations pouvaient durer des dizaines d'années, telles qu'on peut les attester en lisant la cicatrisation des os. Donc 5000 ans avant notre ère, c'est plutôt intéressant. Et petite parenthèse qui va plaire à la spécialiste des animaux, on a récemment trouvé en Vendée une vache trépanée. Elle a 5000 ans. Et on a même émis l'idée qu'il s'agissait non pas d'une vache qu'on a voulu soulager de ses migraines persistantes, mais vraisemblablement une expérimentation animale. La seule hypothèse possible, une fois qu'on ait enlevé toutes celles qui étaient envisageables, c'est que, qui plus est, le sachant, le chaman, le guérisseur, l'homme médecine, ou la femme médecine, comme on veut, avait pratiqué le geste d'une très haute technicité sur une vache. Et donc en fait, on a toute une chaîne de gens, des spécialistes, des décideurs, un malade, et le groupe qui se met au service de celui qui est en vulnérabilité. Est-ce que vous avez des traces de... Parce que bon, il y a la solidarité que manifestement vous mettez en avant, mais des traces d'exclusion de... Alors, elles sont très ponctuelles. On n'a pas de civilisation qui, au prétexte de la différence, exclut systématiquement. On a quelques traces de sacrifices, d'enfants handicapés, sacrifiés. C'est très ponctuel, ça relève de l'anecdote. On a des traces récentes dans l'histoire, d'élimination massive, Action T4, les nazis, etc. Mais il faut savoir que dans le passé, enlevez tous vos lunettes, vos appareils auditifs, les fractures que les uns et les autres ont eues et n'ont pas été réduites, on est tous handicapés en puissance. Alors le terme n'est pas formulé tel quel, mais on est tous un petit peu de guingois, et cette différence, elle n'est pas considérée comme étant des pourcentages, des acronymes, des RQTH, etc. C'est que chacun potentiellement tombe de cheval, tombe d'un escalier, va être vieux, il y a ça aussi, et donc il y a une espèce de proximité immédiate. Elle n'est pas forcément intellectualisée. Certains textes, des grands textes, les religions vont forcément avoir un avis sur celui qui est différent physiquement et différent mentalement. Mais il y a une espèce de proximité immédiate, plutôt solidaire. Alors ça va quand les sociétés vont bien. Une société même préhistorique qui vit bien, qui a des greniers pleins, où on peut nourrir tout le monde, on nourrit celui qui est vulnérable. En revanche, un incident climatique, une guerre, une razzia d'Anglais en Aquitaine au XIVe siècle, celui qui ne peut pas se nourrir tout seul et qui est dépendant devient vite une bouche inutile. Et ça, l'archéologie l'atteste. C'est-à-dire que dans les campagnes, ces gens-là sont jetés sur les rues, dans les routes, et vont rejoindre la mendicité urbaine. Et on a des cimetières que l'on fouille, souvent hors les murs, avec un taux de représentation de personnes handicapées, affaiblies, un petit peu abîmées, qui est extrêmement supérieur à la moyenne. Mais des grandes vagues d'élimination au prétexte de la différence et du handicap, on ne connaît pas. Mais est-ce que ça veut dire que l'entraide, dans ce que vous décrivez, est une situation presque luxueuse de période où ça va bien? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de rapport au groupe, c'est-à-dire il faut être nombreux pour tenir, il faut être nombreux pour résister? Bien sûr, il y a la survie immédiate. On peut parler de Néandertal. Alors Néandertal, on a tous un avis un petit peu mitigé sur celui qu'on considère comme un gentil bourrin, pas très, très, très élaboré. Mais 100 000 ans avant notre ère, vous imaginez, les temps sont rudes. On n'est pas dans des sociétés optimum où on vit très bien. On a à peu près 100 tombes néandertaliennes à travers le monde. Donc ce n'est pas un corpus qui est très, très grand. Et chaque tombe est individuelle. Un sujet, un défunt, et sa tombe. Il existe seulement 2 tombes qui ont été trouvées en Israël, qui datent de 92 000 ans avant notre ère, qui sont doubles et qui associent à chaque fois
un individu adulte et un enfant. Et cet enfant, à chaque fois, il est handicapé. L'un est atteint d'hydrocéphalie et le second est atteint d'une paralysie infantile. Ce qui veut dire que dans des temps rudes, vraiment défavorisés, où le lendemain est un enjeu de survie à chaque fois, puisqu'il faut se nourrir en étant itinérant, en vivant sous des abris sous roches, dans des temps souvent enneigés, eh bien, le petit néandertalien a vécu sa petite vie avec les siens, et on l'a jugé pas capable d'être autonome dans l'au-delà, et nous, avec nos grilles de lecture, on appelle cela des sépultures d'accompagnement, c'est-à-dire qu'un adulte va continuer à veiller sur lui. Donc même avec des sociétés ou des groupes archaïques, compliqués, pas forcément dans des conditions de vie apaisées et sereines, on a trace, même si c'est ponctuel, on a la lecture de comportements totalement solidaires. Merci, on va avancer un peu parce que Francis Eustache est malheureusement assez pressé. Alors, c'est bien ce télescopage parce que alors vous, là maintenant, on est dans le nec plus ultra de la technologie. Voilà, bah si, le cerveau, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui, ces énormes progrès supposés, ces découvertes, ces entrées à l'intérieur de notre cerveau sur des mécanismes de solidarité, d'entraide ou de blessure, voilà, ou de fracture. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Désolé de devoir partir très vite. Ah ben non, on va vous retenir encore. Je vais quand même vous répondre un petit peu avant de partir. Mais la prochaine fois, je viendrai plus longtemps. Alors, première chose, peut-être dire que tout cela vient beaucoup des primates et des travaux. Il y a un papier, un article scientifique majeur qui date d'une 40aine d'années de deux primatologues célèbres, Premack et Woodworth, qui posait la question est-ce que le chimpanzé a une théorie de l'esprit? Vous voyez, point d'interrogation. Alors, une théorie de l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité que l'on a, ou non, hein, en tout cas plus ou moins, à lire les états mentaux des autres. Donc, c'est ce que l'on fait en permanence. Là, j'ai du mal à le faire avec vous parce qu'il y a les projecteurs, mais je peux le faire avec les collègues qui sont les voisins qui seront près de moi. Donc, qu'est-ce que je fais pour lire les états mentaux d'autrui? Eh bien, je décode comme ça, de façon plus ou moins automatique, des signaux. Là, où en fait, ceux-là sont très explicites, mais parfois c'est parfois beaucoup moins explicite. Ce sont des petits gestes. Et puis, il y a aussi un environnement autour. Il y a ces signaux, bien entendu, qui viennent de l'individu, mais il y a le contexte plus général qui font que je vais comprendre la situation sociale. Par exemple, si je téléphone dans une gare, c'est quelque chose de courant. Par contre, si je vois quelqu'un téléphoner dans une église, vous voyez, c'est pourtant le même geste, le même comportement. Et là, les normes sociales sont transgressées et ça va pas. Donc, le point de départ, c'est ce papier. Et puis ensuite, beaucoup de travaux qui ont été faits dans le domaine de la médecine. Donc, d'abord dans le domaine de l'autisme. Donc, c'est l'école anglaise qui a travaillé sur les autistes, qui montrait qu'il y avait des petits changements dans cette capacité à réguler les interactions sociales, à décoder les interactions sociales. Et puis ensuite, dans des pathologies à la fois psychiatriques, la schizophrénie, et puis des pathologies neurologiques, comme, pour aller vite, les démences, la maladie d'Alzheimer, puis d'autres maladies. Et puis, ce qui a été beaucoup étudié aussi, ce sont les traumatismes crâniens. Donc, et ça, c'est relativement nouveau. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle dans notre domaine le tournant social des neurosciences. Parce que les neurosciences se sont intéressées à des tas de phénomènes, par exemple les troubles moteurs en neurologie, même les troubles du langage, les troubles de la mémoire, des choses qui sont assez visibles en fait. Alors que ces troubles des interactions sociales, ça a été longtemps rangé sous le vocable de troubles du comportement, oui, mais sans qu'on comprenne vraiment que derrière ces troubles du comportement, il y a toute une chaîne de processus extrêmement complexes qui peuvent conduire à ces troubles du comportement. Donc c'est vrai que si on décode mal ces petits indices sociaux, si on perd les normes sociales, les connaissances sociales, si on perd les capacités de décider dans certains cas, parce qu'il y a une prise de décision, il y a des phénomènes qui sont automatiques, mais il y a des phénomènes qui sont beaucoup plus contrôlés, et tout ça, bien entendu, est sous-tendu par des mécanismes cérébraux.
Et la connaissance de ces mécanismes cérébraux, c'est relativement récent. Donc ça nous vient donc de la pathologie, c'est la neuropsychologie qui est ma discipline. Donc on comprend de mieux en mieux ces phénomènes. Et puis on met en place aussi des stratégies thérapeutiques, déjà pour aider les familles, parce que les familles sont souvent désemparées devant ces troubles du comportement. C'est souvent ça qui pose problème, plus que les troubles du langage, les troubles de la mémoire, qui sont certes aussi invalidants, mais c'est beaucoup plus ces problèmes d'interaction sociale qui vont poser problème et puis qui vont conduire très souvent à l'institutionnalisation. Donc ça, c'est un domaine de la recherche clinique qui est très important. Et puis il y a la technologie, mais la technologie, elle vient après. Voir le cerveau. Est-ce que l'imagerie cérébrale... Oui. Vous arrivez à visualiser ces troubles ou pas? Parce que bon, je voulais juste, vous voyez, avant de vous répondre, je vais répondre sur l'imagerie cérébrale, mais avant, je voulais expliquer qu'il y a tout un processus de connaissance scientifique qui précède l'imagerie. Parce que l'imagerie, qu'est-ce qu'on fait avec de l'imagerie? Déjà, on voit qu'on a un cerveau, ce qui est plutôt bien. Hein. Donc on voit, il y a un cerveau, il y a des circonvolutions, etc. Et puis, quand on fait de l'imagerie fonctionnelle, on peut proposer des tâches, alors ça peut être des tâches de mémoire, de langage, et on voit comme ça visualiser des régions cérébrales qui sont impliquées dans ces différentes fonctions. Alors c'est vrai que c'est un peu plus déroutant de se dire on va visualiser les régions du cerveau, qui sont impliquées dans les interactions sociales, dans ce qu'on appelle la cognition sociale. Alors, ça, ce sont des travaux relativement récents qui datent en gros déjà, il fallait des techniques suffisantes, suffisamment puissantes et sensibles. Ce sont des travaux qui datent en gros du début des années 2000. Alors, il y a différentes façons de faire. Alors, il faut toujours réduire les choses. Hein. C'est pas des interactions complexes qu'on va étudier. Mais ce qui a été beaucoup étudié, c'est ce qu'on appelle l'effet de référence à soi. Parce que dans ces interactions sociales, il y a l'autre, c'est comprendre l'autre, mais on comprend toujours l'autre par rapport à soi. Et peut-être que les primates fonctionnent aussi comme ça, mais l'humain est quand même extrêmement égocentré, quoi. Là, je ne pense pas que je fasse un scoop en disant ça. C'est-à-dire que, alors, on a fait une étude comme ça dans mon laboratoire avec des enfants, des adolescents, c'est assez amusant. Alors, l'effet de référence à soi, c'est, par exemple, on donne des adjectifs, et est-ce que cet adjectif te qualifie toi, hein, donc l'enfant qui est dans la machine, ou qualifie quelqu'un d'autre, hein, donc ça peut être un copain, ça peut être... Alors, ce qui est très amusant, c'est que chez les petits, on commence à 6, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est confondu. Hein. Soit et l'autre, c'est confondu. Et puis, encore à l'adolescence, ça reste confondu. Puis c'est après 13, 14, 15, 16 ans que là, on voit une petite distance dans les régions, ce sont des régions frontales, hein, qui sont en avant du cerveau ici, qui vont se... Alors, il y a une grande partie commune, hein, dans ces activations, mais tout ça, ce sont des comparaisons statistiques, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a une région là, mais disons, il y a beaucoup de communs, et puis il y a quand même quelque chose qui va se distancier en quelque sorte, mais il faut attendre la grande adolescence pour ça, pour qu'il y ait vraiment deux pôles, un pôle qui soit soi et un pôle qui soit l'autre. Moi, j'aurais une question quand même sur l'interaction, justement, puisque là, on est en train de décrire des fonctionnements cérébraux qui empêchent les gens d'avoir un relationnel, disons, entre guillemets, normal, ou en tout cas affectivement gratifiant. C'est très difficile pour les gens qui sont en face. Alors, ma question, c'est est-ce que vos recherches, vous aviez parlé des familles, vous avez parlé de l'entourage, quand on est face, par exemple, à certaines formes d'autisme où la communication est vraiment le problème de base, qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous apportez avec votre connaissance, avec vos savoirs à ces gens-là? Alors, qu'est-ce qu'on apporte Est-ce que vous les aidez à entraider? Alors, ce qui est mis en place aujourd'hui, ce qui est un petit peu en aval de ces connaissances fondamentales, parce que moi je répondais sur le plan d'abord des connaissances fondamentales, puis ce qui est en aval de ça, ce sont de nouvelles thérapeutiques, c'est de l'éducation thérapeutique, ce sont des groupes qu'on appelle d'interaction sociale, on va prendre des petits groupes de personnes concernées par telle ou telle pathologie, et on va reprendre les choses un petit peu à la base. Donc oui, je pense qu'il y a une implication qui est importante des cliniciens à partir de ces recherches en neurosciences. Autre exemple, c'est le domaine de la mémoire, qui est plus mon domaine de prédilection. Pendant longtemps, la mémoire, ça a été une mémoire individuelle en neurosciences. On s'intéressait aux capacités d'apprentissage d'un individu. Et puis, à côté de ça,
des sociologues réfléchissaient à la mémoire collective. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui, et on est capable aujourd'hui de mesurer l'influence de la mémoire collective sur la mémoire individuelle. En fait, notre mémoire, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. On est ensemble, on interagit ensemble. On n'interagit pas de façon optimale parce que vous êtes devant nous et on ne peut pas discuter comme on le souhaiterait. Mais tout de même, on est quand même dans une situation où ce que nous sommes en train d'apprendre, nous l'apprenons collectivement. Et puis, à contrario, quand je vais me souvenir de quelque chose, je vais m'en souvenir dans un certain cadre social. C'est-à-dire que je suis toujours en représentation. Je ne suis jamais seul. Alors, le je ne suis jamais seul, c'est Maurice Halbach qui écrivait ça, qui est un grand sociologue français. Et aujourd'hui, on est en mesure de comprendre les mécanismes cérébraux qui sous-tendent cette mémoire collective. Je dis ça un petit peu avec fierté. On a un papier qui est sous presse dans Nature, qui est sur ce sujet-là. Donc c'est un travail qui est fait à Caen avec le musée mémorial de Caen, où on voit donc la représentation cérébrale, c'est vraiment votre question, de la mémoire collective de la Deuxième Guerre mondiale, avec un paradigme que je ne peux pas expliquer, mais vous voyez, parce que ce serait trop long. Mais on arrive à des choses qui sont extrêmement pointues. Et pour vous répondre, au-delà de l'intérêt théorique de ça, c'est très important, parce qu'un individu qui est en souffrance, par exemple un individu qui vit un traumatisme psychique, comment on va soigner cet individu? Eh bien, le message, c'est de pouvoir placer sa mémoire d'un individu meurtri, blessé psychique, dans une mémoire collective qui l'enveloppe, qui l'entoure. Alors, cette mémoire collective, c'est la mémoire de ses proches, c'est la famille, sont les amis, sont les gens du club de foot ou du club de basket ou du syndicat ou du parti politique, etc. Et puis, quand il s'agit d'un traumatisme collectif, comme les attentats de Paris sur lesquels je travaille, eh bien là, c'est la nation tout entière. Donc vous voyez, je rejoins votre question. Là, c'est le bon cas de figure, et quand c'est le Vietnam et les vétérans qui reviennent, c'est le mauvais cas de figure, avec une mémoire collective qui ne veut plus en entendre parler. Voilà. Alors ça, c'est l'histoire du trouble de stress post-traumatique, hein, ce que vous évoquez là. C'est un concept qui a été, c'est le post-Vietnam syndrome. Hein, c'est là qu'on a commencé à vraiment se poser le problème du trouble de stress post-traumatique. Et je pense qu'on fait du chemin, hein, sur ce sujet-là. Et je pense que cette question du lien entre la mémoire individuelle et la mémoire collective, c'est d'ailleurs la cognition sociale de la mémoire, c'est vraiment une réponse qui n'est pas simplement une réponse théorique, vous voyez, mais qui est une réponse concrète. C'est-à-dire que la personne qui va être sur le chemin de la résilience, eh bien, c'est la personne à qui nous allons être capables d'offrir un environnement sécurisant, rassurant et empathique. Merci beaucoup. On va passer la parole à notre vétérinaire qui a tout vu, tout entendu, Brice Lefaux, qui va faire une petite synthèse. Voilà. Cela dit, ce qui est très impressionnant quand on vous a écouté tous les quatre, c'est que tout ça met en scène, bon, alors c'est une platitude que je vais dire, mais tant mieux, c'est entre ce qui est individuel et collectif, quoi. C'est que, voilà, les armes, comment se joue, c'est drôle de mélange. À vous, alors donc, quand vous devez partir, hein, partez sans souci, hein. Non, puisque vous avez... Partez comme je suis arrivé, voilà, sur le même mode. Hein, on a... J'ai pris énormément de notes. Bonjour tout le monde. J'ai pris beaucoup de notes. J'ai pas beaucoup de questions, mais j'ai été assez fasciné. Je pense que vous avez tous eu cette même impression. Finalement, tout le monde a parlé d'union, tout le monde a parlé de société, d'individus qui sont unis, soit par les racines, soit par les liens sociaux. Et c'est, je crois, le point fort, c'est qu'une société, quelle qu'elle soit, on doit faire attention les uns aux autres pour des raisons différentes. En juste une heure, vous avez eu un cours magistral sur ce que peut être la solidarité ou comment on pourrait la définir. On a tout d'abord Francis Eustache qui nous a parlé de la mécanique.
On est bien dans la mécanique du comportement. On va regarder la mécanique fonctionnelle, d'où vient au niveau de notre cerveau cette volonté d'entraide. Et il est parti, mais il y avait une question qui pouvait être posée, et je laisse à la salle peut-être la poser différemment. Moi, c'était est-ce qu'il va exister un gène de la solidarité, puisqu'on peut aller jusqu'au niveau génétique. Valérie Delattre a abordé l'histoire dans la société, dans les sociétés de primates que nous sommes. J'insiste sur ça. Nous sommes un primate comme un autre. Même si on a quelque chose qui nous distingue, on met des habits, mais sinon on est à peu près pareil. Et cette histoire qui remonte à plus de 5000 ans et qui démontre qu'en fait, même si les cultures étaient différentes, on prenait soin, comme aujourd'hui, on peut prendre soin et qu'il n'y a pas de différence. Alors on prend soin de la différence et qu'il n'y a pas de différence. Et le questionnement, parce que Valérie, tu as abordé le terme de « il nous questionne sur notre propre comportement aujourd'hui », mais tu n'as pas posé les questions. Je pose toutes les questions, puis après, voilà. Tu n'as pas dit en quoi il nous questionne, donc ça serait intéressant de le savoir. Moi j'ai été surpris par cette solidarité. J'ai noté encore une très très forte solidarité qui se démontre par la culture. Et je pense que dans nos cultures, quelles qu'on soit dans la forêt amazonienne ou ici, ça existe encore. Ernst Juncker et Sabrina Krief nous ont montré que dans le milieu naturel aujourd'hui, on pouvait découvrir énormément de choses qui nous apprenaient des choses sur nous-mêmes, aussi bien dans le domaine animal, avec des sociétés animales, proches de nous, d'accord, mais Sabrina l'a très très bien abordé. Si vous étudiez les éléphants, si vous étudiez les saigas, si vous étudiez les fourmis, alors les fourmis, les abeilles, le problème, bah oui, parce que les abeilles elles sont haploïdes, donc en fait, aider sa sœur abeille, c'est s'aider soi-même quasiment. Alors bon, mais c'est quand même une forte pression qui pousse à nous aider les uns les autres. Et ce que vous avez utilisé, ça c'est quand même magnifique, vous avez utilisé dans le milieu naturel, aussi bien pour le végétal que pour l'animal, ces mots que sont société, écosystème, entraide, partage des denrées, partage de l'espace. Et ça, c'est ce qui doit nous rapprocher de tout ce qui est vivant. Et finalement, c'est ce que je vais tirer comme histoire, c'est-à-dire que la conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que le monde vivant, aussi bien animal, végétal, l'histoire et la façon dont ça se passe dans nos cerveaux nous pousse, nous montre que nous sommes solidaires et que c'est pas que parce que c'est la dyade mère-enfant, c'est-à-dire que l'ocytocine fait que la mère s'occupe de son enfant, ce n'est pas que ça. C'est aussi le fait que d'aider l'autre nous rend plus forts, nous-mêmes, je pense. Sabrina a abordé la notion d'entraide transespèce. Donc je pense que tu parlais des cercopithèques dans la forêt qui s'alertaient les uns les autres de façon différenciée à des moments où il y a des prédateurs, ils vont s'alerter les uns les autres. On peut aussi avoir des êtres humains qui vont aider des animaux qui sont en train de disparaître dans la nature, comme Sabrina le fait avec les chimpanzés. Et comme le Parc zoologique et botanique le fait sur de nombreux programmes de conservation. C'est aussi de la solidarité vers le vivant, et je pense que c'est aussi fort que la solidarité vis-à-vis de ses congénères. Ouais, j'avais donc la question plutôt sur qu'est-ce qui nous... On fait cette première question-là, voilà. et on donnera après la parole à la salle. Alors, en archéologie, bien évidemment, on travaille sur une matière un peu morte, un peu passée, un peu classée. On a tendance à ranger les choses, faire de la typochronologie, et puis on est très satisfait de nous. Et en fait, l'archéologie, c'est une matière vivante qui nous interroge, nous, sur nos comportements. On peut s'interroger sur toutes les thématiques qu'on aborde, de l'alimentation, l'agriculture, tout ce que l'on veut. Et en matière de handicap, de vulnérabilité, de différence, les grandes thématiques, et vous êtes bien placés pour le savoir, qu'on évoque régulièrement, que ce soit à l'Assemblée nationale, dans les grandes associations, au jour le jour, dans l'éducation nationale, c'est les termes d'inclusion, d'exclusion, de prise en charge, de vulnérabilité. Et ce sont des mots que l'on peut plaquer sur le passé. Et le passé, en l'occurrence, renseigne. C'est pas un cours magistral, c'est pas pesant, c'est pas... Ils savaient faire avant et nous, on ne sait pas faire. C'est pas à l'inverse, notre 21e siècle est triomphant, c'est tout faire, et avant, c'était le marasme et l'obscurité. Loin de là. Il me semble que l'une des nécessités, l'une des missions de nous qui regardons le passé à la loupe, au microscope, et qui regardons y compris l'infiniment petit, c'est qu'il nous éclaire et qu'il nous aide à identifier nos questionnements et à y apporter parfois des réponses, parfois des éclairages. C'est simplement ça. C'est pas
je vous dis de façon abrupte, c'était comme ça avant, c'était mieux ou c'était moins bien. C'est simplement, faites-en profit dans vos métiers, les métiers du soin, les métiers de l'éducation, les politiques aussi. On est dans un pays qui fait des lois et qui les abroge la nuit à l'Assemblée nationale avec des décrets. On peut parler des lois sur l'accessibilité, etc. Le passé est riche pour alimenter tous nos questionnements. Et le handicap est un champ d'interrogation comme un autre. Alors, si on peut éclairer un tout petit peu la salle pour qu'on voit qui a des questions à poser et où doit aller le micro. Alors là, je ne vous cache pas que je ne vois rien ni personne. Ah oui, là, un bras se lève. Mais alors, sur l'éclairage, on est encore dans la nuit des temps. Oui. Alors là, Bonjour. et après, on prendra la personne qui est à ma droite. Voilà. Oui, Je vous en prie. Bonjour. J'ai une question pour Sabrina. C'est pour le groupe vis-à-vis des chimpanzés. Il est combien de personnes entre guillemets, dans votre groupe? Et est-ce que vous avez étudié les chimpanzés dans d'autres pays? Est-ce que c'est le comportement semblable? Merci. Merci. Donc c'est une question très intéressante parce que effectivement chaque groupe n'est pas équivalent. Donc aujourd'hui je travaille sur une communauté de chimpanzés, donc un groupe d'individus qui se côtoient, qui se connaissent, mais qui ne sont pas 100% du temps ensemble. En fait, ils se dissocient en petits sous-groupes. Ils ont un comportement qu'on appelle fission-fusion. Et c'est ça qui est aussi vraiment passionnant parce qu'il faut pouvoir suivre les interactions, même quand on n'est pas 100% du temps avec un congénère. Et donc, cette communauté que je suis aujourd'hui compte environ 100 individus. Précédemment, j'ai travaillé avec le groupe voisin, la communauté voisine, qui, elle, comptait une quarantaine d'individus. Et encore un peu avant, j'ai travaillé donc en République du Congo, cette fois-ci sur des chimpanzés orphelins qui venaient d'être relâchés en milieu naturel pour essayer de se réadapter à la vie sauvage. Et ce qui est passionnant, c'est que chacun des groupes a des comportements culturels, c'est-à-dire que c'est bien traduit par exemple par l'utilisation d'outils. Chaque groupe utilise des outils différents, parfois pour les mêmes fonctions, et parfois certaines fonctions ne sont pas remplies dans certains groupes, mais ça se traduit aussi par des comportements qui ne sont pas médiés par des outils, par le matériel différents. Et entre autres, pour la communication, il y a des façons de communiquer différentes en fonction des groupes. Et ce sont des comportements donc, qui ne dépendent ni des gènes, ni de l'environnement, qui se transmettent de génération en génération entre individus et qui persistent, qui perdurent au sein de chaque groupe. Et quid du chimpanzé orphelin alors dans un cadre pareil? Alors, on l'a rapidement évoqué au début. Donc, les chimpanzés orphelins ne peuvent survivre quand ils ont à peu près 3 ou 4 ans sans l'aide d'un congénère plus âgé. Donc, ça peut être des grands frères ou des grandes sœurs, mais le plus souvent, ce sont les mâles adultes non apparentés, pas forcément apparentés. Parfois, ça peut être le père, je ne sais pas, qui prennent en charge l'orphelin. Mais voilà, c'est vraiment un apprentissage. Excusez-moi pour la redondance. Alors, j'avais vu qu'il y avait quelqu'un par ici. Non, il n'y a plus. Si. Si le micro peut circuler avec sa vie propre, voilà. Bonjour, je m'appelle Schwartz René et j'ai une question. Je regrette un peu qu'un des spécialistes de la nature soit parti. Mais j'ai une charade que nous, on n'a pas réussi à expliquer, puisqu'on parle ici de solidarité. On a étudié des cervidés dans la région de la Petite-Pierre, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait 2 populations de cervidés, l'une qui évoluait vers le sud-ouest et l'autre vers le nord-est, et qu'elles ne se mélangeaient jamais. On a constaté ça au niveau des allèles génétique, donc je voudrais savoir comment ce genre de comportement est explicable. Merci beaucoup. C'est sympa. Je réfléchis 2 secondes. Alors vous parlez en fait on est bien dans la même espèce, hein. Ouais, on est dans la même espèce, et on a 2 groupes en fait qui. Alors, vous parlez de grands groupes, c'est-à-dire vous parlez d'un harem, ou vous parlez de grands groupes, c'est-à-dire plusieurs mâles avec plusieurs harems. Ouais. C'était plus simple avec un seul harem. Hein. Non, mais en fait, bon, alors
J'ai pas les éléments de réponse et j'avoue que je connais pas cette étude-là. L'isolement génétique par l'isolement reproductif, c'est-à-dire qu'en fait, un mâle va accaparer des femelles et va tout faire pour éviter que d'autres mâles ne viennent s'accaparer des femelles. La disponibilité de ressources alimentaires, s'il y a un choix pour un des groupes d'aller dans une direction, il y a d'autres choix possibles et un autre groupe a choisi une autre option. Effectivement, je ne vois pas trop le lien avec la solidarité aujourd'hui, ce qui me permet d'avoir une porte de sortie. Mais en fait, je peux vous sortir les généralités d'écologie générale sur pourquoi un groupe va choisir dans une direction donnée ou dans une autre. Il y a d'autres facteurs, et notamment en ce moment même, il y a des facteurs humains qui sont quand même prépondérants, les pressions de chasse, le fait qu'on construise des routes sur des choses comme ça, mais il dit non. Donc c'est pas ça. Mais c'est en fait une charade parce que vous avez la réponse. Ah. Mais je vais me renseigner et si vous voulez téléphoner aux zoos la semaine prochaine, j'aurai peut-être des renseignements. Il y a une autre question ? Oui. Ici. Je vous en prie. Merci, c'était passionnant. Je crois beaucoup à la collaboration, à la nécessité de la spécialisation. Je me méfie beaucoup de l'enfermement dans une spécialisation. Je crois beaucoup aussi à la pensée analogique. Y a-t-il, sinon entre vous, du moins entre vos disciplines, rencontres, collaboration, sinon entraide? Et si oui, pouvez-vous donner des exemples? Alors, je peux répondre. J'ai rencontré chacun des intervenants précédemment, donc on a fait et de façon dissociée. On a fait un colloque ensemble avec Valérie autour de l'archéologie de la santé. J'ai rencontré Ernst au cours d'un colloque sur la conservation cette fois-ci, donc autour justement de comment mettre en œuvre cette solidarité envers le vivant. Et Francis aussi au cours d'un autre colloque à Nice autour de la santé et de la façon dont les grands singes et les primates non humains peuvent éclairer notre vision sur l'homme contemporain. Donc oui, nos disciplines, je pense, échangent, discutent, essayent de s'enrichir mutuellement. Et je pense que ces rencontres sont non seulement l'occasion de discuter entre nous, mais aussi d'avoir les questions du public et de se rapprocher des questions pratiques, de façon à ce que nos disciplines ne restent pas simplement des discussions entre spécialistes. Donc voilà, j'espère qu'on arrive à partager à la fois nos convictions, notre envie de découvrir, notre curiosité de chercheur et de répondre à vos questions. Et ça aussi, ça nous enrichit pour les recherches futures. Et quant à Brice, on se connaît depuis, tu disais, 20 ans. Valérie ? La nécessité de travailler en pluridisciplinarité, elle est évidente. Seul, on ne fait rien, y compris dans notre recherche. Quand on travaille sur la solidarité, on fait forcément appel à des disciplines annexes. Moi, je travaille avec des médecins, des paléogénéticiens, etc. Et forcément, dans des colloques où on a des mots communs, des résonances communes, on s'enrichit de tout ce qui se fait. On s'aperçoit en fait qu'on a des centres d'intérêt, des démarches qui sont les mêmes. On utilise les mêmes façons de considérer les singes, les humains, et puis on se relie parfois dans le temps avec les paléontologues, les grands singes, et on arrive à démontrer que quand il y a groupe, quel qu'il soit, il y a forcément du lien qui se crée entre congénères. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger les uns avec les autres, d'échanger avec vous, parce que c'est forcément très nourrissant. Moi, j'ai une question à propos de quand il y a groupe. Je ne sais pas auquel des deux je m'adresse. Est-ce qu'il y a une espèce où il n'y a aucun groupe ? Oui, il y a plein d'espèces, en fait, où il n'y a pas de groupe. Une qui vient d'arriver, là, qui est assez étonnante, alors, qui m'a complètement étonné, c'est l'okapi. On ne connaît pas grand-chose de cette espèce, et pour cause. Elle vit seule. Donc, elle vit seule, donc pas besoin de communiquer, où les communications sont rudimentaires. Ça va être une communication olfactive. Alors, tout le monde voit ce que c'est qu'un okapi. Ce n'est pas qu'un magazine. Non, c'est une espèce de. Non, parce que je vois ceux de mon âge, je dis, ah oui, c'est un magazine, évidemment. Comme une espèce de gazelle un peu.
Oui, c'est ça. C'est en fait une girafe. Hein, c'est une giraffidée. Donc c'est une girafe des forêts qu'avec des rayures de zèbre. Oula. Ouais, extrêmement menacée. Et donc en fait, cet okapi est solitaire. Donc on croit, par exemple, lorsqu'on le voit, on voit une girafe, une tête de girafe ou une tête Et parce qu'on a l'habitude de communiquer, je parle des vétérinaires, des soigneurs ou même des êtres humains que nous sommes, nous communiquons avec des expressions faciales très fortement. On va chercher ça sur l'animal. Et donc, si on cherche ça sur l'okapi, on va être très, très, très perturbé parce qu'il n'y a aucune expression faciale. Or, même une girafe, à travers l'écartement de la pupille, à travers le blanc des yeux qu'on voit comme sur une vache, on arrive à voir si ou pas il y a une réaction, au moins de peur ou quelque chose. L'okapi ne montre rien, mais parce qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de communiquer avec un congénère où les communications sont très rudimentaires et ça passe essentiellement par l'olfaction. Voilà. Donc, est-ce que ça le met plus en péril puisque vous disiez qu'il était menacé ? Alors les stratégies d'espèces, alors la stratégie de vivre en groupe, ça a été très bien décrit, c'est vraiment une stratégie de survie. Donc le fait d'être d'abord dans un groupe et de structurer ce groupe, donc d'avoir une structure sociale qui s'organise pour que chacun ait des fonctions indépendantes et définies, donc ça devient une société, une société ou une société pas parfaite. C'est sûr qu'un okapi seul, pour résister à ses prédateurs, il va développer finalement des stratégies qui ne sont pas liées à l'alerte mutuelle, comme on peut l'entendre dans un groupe, c'est-à-dire on va alerter s'il y a un prédateur et on va s'alerter les uns les autres, mais il va se cacher. Donc un okapi, la meilleure façon qu'il ait de se cacher, c'est de vous montrer ses fesses, parce qu'il y a des rayures, et quand on voit sur une affiche, on se dit « oh, ils ont pris les fesses de l'okapi ». Non, c'est la façon dont il vous regarde. Un okapi, quand il vous regarde, il vous montre ses fesses et il tourne la tête. Voilà. Alors il y a un petit peu d'humour, mais ce que je veux dire par là, c'est que comment dire ? Ils ont développé des stratégies différentes pour pouvoir survivre. Le groupe, lui, a développé des stratégies qui, justement, créent des interactions. Et malheureusement, la vie en groupe n'est pas forcément un moyen de répondre aux menaces. Les grands singes sont vraiment très sociaux et en général, pour se procurer donc un bébé chimpanzé, par exemple, dont je parlais, ceux qui sont orphelins, il faut en général tuer 10 à 15 congénères, justement parce que le groupe fait en sorte de protéger les individus qui sont visés. Donc voilà. Dans le cas des menaces d'origine humaine, c'est pas forcément toujours... On a encore, je pense, 4-5 minutes pour une ou deux dernières questions. Est-ce qu'il y a des candidats ? Oui, ici. Désolée, c'est à nouveau moi. C'est pour Valérie. C'était une question sur les deux enterrements des mamans avec les enfants, ou mamans, oui, père ou mère avec enfants handicapés. Est-ce qu'ils étaient enterrés au même temps? Et pas du tout pour mettre un bâton dans la rue, mais est-ce qu'on sait qu'ils n'étaient pas achevés, étouffés ou tués au moment-là? Alors, la sépulture double, c'est un grand classique de l'archéologie, c'est appelé la sépulture d'accompagnement. Il y a toujours un qui accompagne l'autre, et le questionnement évident, c'est l'un a-t-il été sacrifié pour accompagner l'autre? C'est des questionnements auxquels je ne peux pas répondre, parce que si l'un des deux a été étouffé, strangulé ou noyé, je ne verrai pas de traces sur le squelette. En revanche, ces deux sépultures néandertaliennes ont été fouillées il y a presque 50-60 ans en Israël, et on ne se posait pas encore la question de l'accompagnement, l'empathie, etc. On a mesuré les tibias, les fémurs, on était ravis d'avoir deux individus, un enfant, en termes de démographie, c'était un plus, etc. Et c'est que de façon très récente qu'on s'autorise à dire, et s'il y avait un lien biologique entre les deux, en l'occurrence on ne le sait pas, mais des études vont être lancées avec les paléontologues et les spécialistes de Néandertal pour savoir, avec les séquençages génétiques, si l'un est en lien biologique avec l'autre. C'est vraisemblable, et il est vraisemblable que les deux sont décédés en même temps. C'est une hypothèse de travail. L'un a pu être sacrifié pour accompagner l'autre. C'est une autre hypothèse de travail. Et il y a parfois dans les sépultures doubles des délais d'attente. C'est-à-dire que la mortalité est telle qu'on attend pour enterrer peut-être le petit, qu'un adulte du groupe décède. Ça, c'est avéré par ailleurs. Ce n'est pas la réponse que je peux vous donner
pour Néandertal, mais les trois options sont recevables et vont être... l'amorce de l'étude va se faire quand on aura accès au patrimoine génétique. Bien, mais nous avons atteint 15h30, je crois, il me semble. Tu as une question? Bah oui, voilà, comme tu m'as beaucoup entraidé, je te permets de poser une question. Mais oui, une dernière question à Sabrina, parce que en vous écoutant sur les chimpanzés, le fait qu'ils font, il y a une liberté sexuelle. Je me demandais, est-ce que liberté sexuelle et solidarité, il y a des liens ou pas? En 20 secondes. Parce que c'est voilà. Je ne sais pas si c'est forcément corrélé. En tout cas, c'est souvent plutôt l'inverse qui est mis en question chez les chimpanzés, en disant que le mâle alpha, grâce à sa dominance, monopolise une femelle sous la contrainte. Et c'est plutôt la question de... est-ce que c'est le choix uniquement des mâles et comment les femelles réagissent? Ce qu'on voit en tout cas, c'est que les femelles peuvent partir en lune de miel, c'est-à-dire s'extirper de ce groupe qui met quand même une pression sur la femelle au moment où elle est prête à s'accoupler, donc autour de l'ovulation. Et de son propre choix, elle peut s'extraire de cette société, partir de façon périphérique avec le mâle, avec un des mâles qui n'est pas forcément le mâle dominant, et donc s'extraire de cette pression sociale forte qui veut qu'elle ait forcément plusieurs partenaires sexuels. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on observe concrètement sur le terrain. Merci d'avoir répondu si vite à cette question si piégeuse. Valérie, vous vouliez dire un mot quand même? Moi, j'aurais juste aussi une question pour Sabrina, mais plus sobre. Est-ce qu'il existe chez les singes des cas d'aide à la mastication quand l'un des deux est totalement édenté? Non, j'ai jamais observé ça. En fait, j'ai jamais vu non plus vraiment de chimpanzés complètement édentés, même si on retrouve effectivement des individus très âgés avec très peu de dents. Mais en fait, je pense qu'ils arrivent toujours à trouver des aliments qui soient relativement... ouais, voilà. Donc, en fait, ils mangent assez peu d'écorce et de choses très très dures, ce qui fait que les fruits restent relativement... ouais. Bien, je vous remercie tous. Merci beaucoup.